à l'institution mère qu'est l'OMS, nous sommes convaincus que la recherche et la communication pour un changement de comportement, notamment en matière de drépanocytose, thème de la dite journée, s'intègre également dans les... Par conséquent, je tiens à remercier l'UNESCO, la Fondation Congo Assistance, le gouvernement congolais et les acteurs de l'OILD pour leur dévouement lors de l'organisation de cette journée, malgré les conditions souvent difficiles. Cette mobilisation est une illustration de notre engagement à la lutte contre la drépanocytose que nous menons à travers le monde. Pendant plusieurs années, le plaidoyer a été mené pour faire reconnaître la drépanocytose comme étant une priorité de santé publique. Plusieurs résolutions ont ainsi été adoptées. L'Union africaine en juillet 2005, l'UNESCO en octobre 2005, l'OMS en mai 2006 et l'Assemblée générale de l'ONU en décembre 2008. Au moment où nous sommes réunis ici ce jour pour la célébration de la Journée mondiale de la drépanocytose, beaucoup reste encore à faire. Convaincus que la drépanocytose, qui nous concerne tous, est un fléau qui touche à peu près 120 millions de personnes à travers le monde et qui tue encore beaucoup d'enfants, l'UNICEF, la Banque mondiale pour la mise en place des programmes de formation de professionnels de santé, d'information, d'éducation des enseignants et des élèves sur la drépanocytose. La prise en charge de la drépanocytose est encore méconnue par une grande partie des professionnels de santé dans le monde. Il est par conséquent urgent que l'on renforce leur capacité par la mise en place de ces programmes internationaux. Le renforcement des connaissances de cette maladie doit aussi se faire par le biais de l'éducation préventive en milieu scolaire. Ainsi, les jeunes couples en âge de procréer connaîtront la transmission du gène de la maladie. Ces programmes que l'OILD lance ici ce jour sont indispensables pour faire connaître la maladie et mieux prendre en charge les patients à travers le monde. Je vous invite tous à participer activement à ces initiatives. Au nom de tous les malades, je demande à tous les acteurs concernés, en particulier aux États, au gouvernement, notamment aux membres du G20, du G8, lors de leur prochain sommet, aux institutions internationales, aux fondations, d'inscrire la drépanocytose parmi leurs priorités, de soutenir les efforts en vue de l'amélioration du diagnostic, du dépistage, de la prise en charge, de l'accès aux soins dans les pays en développement, en particulier en Afrique et en Inde, et pour l'acquisition des médicaments au prix les plus bas. Mesdames et messieurs, honorables invités, la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose est une journée pour agir. Elle célèbre les efforts consacrés à cette lutte dans le monde, mais appelle également d'autres. Le thème choisi cette année est l'éducation et la recherche. Elle nous invite à une analyse de la situation de la drépanocytose dans le monde. C'est pourquoi cette journée constitue une occasion pour saluer tous les acteurs de cette maladie, car leurs efforts constants dans ces dernières années ont permis de faire de nombreux progrès. Je tiens à remercier les partenaires qui nous combattent. Novartis, Sanofi, Cevia, la FIFA, Bioral, l'OMS, l'État congolais et tout particulièrement notre marraine, Mme Antoinette Sassou Nguessi, la République du Sénégal, la République française et maintenant la République fédérale d'Allemagne. L'OILD demande que les cris de souffrance de ces millions de malades trouvent enfin écho, qu'ils ne soient plus ignorés et qu'on leur redonne l'espoir de vivre une vie normale. Parce que quand on est malade, rien ne chante plus fort que l'envie de guérir. Soyons davantage unis pour la lutte contre la drépanocytose dans le monde. Je souhaite un bon travail à tous les participants de ces assises. Je vous remercie de votre attention. De l'UNESCO, vos excellences, mesdames et messieurs. Je vais donc faire cette introduction avec un exposé qui s'intitulera « La drépanocytose, un modèle pour une collaboration de recherche globale et équitable ». Alors un petit peu d'historique qui a déjà été pris par monsieur le ministre. 1910, c'est la première description clinique de cette maladie par le docteur Eric. 1949, c'est la découverte de la cause moléculaire de cette maladie, c'est-à-dire de l'hémoglobine anormale, cette hémoglobine qui s'appelle l'hémoglobine S, pour un sickle cell disease.
c'est la description de sickle cell anémie, la première maladie moléculaire. 1956, c'est la découverte par Vernon Ingram de la mutation unique dans le monde, dans les populations atteintes, qui est responsable de cette anomalie et donc de l'apparition de cette hémoglobine S. Dans les années 60-70, le mécanisme de base en termes moléculaires a été bien expliqué. Il s'agit de l'agrégation puis de la polymérisation de l'hémoglobine S pour former les grandes fibres que vous voyez sur la droite de cette diapositive et qui, à l'intérieur du globule rouge, comme vous le voyez dans la partie gauche, déforme ce globule rouge. Vous avez dans la partie centrale en haut des globules rouges normaux avec leur forme de disque concave tout à fait habituelle, et en bas et à droite vous avez des globules rouges déformés par donc ces grandes fibres de polymère, avec à droite un globule rouge en faucille, ce qui a donné le nom à la maladie, anémie falciforme, qui peut utiliser en français, sauf par nos amis brésiliens, dans leur langue en portugais, ou un sickle cell disease en anglais. Donc les cellules rouges deviennent rigides, ce qui entraîne la vasoocclusion, l'occlusion donc des petits vaisseaux, qui rencontrent des crises douloureuses épouvantables que subissent ces patients, qui rendent compte de l'accumulation de lésions organiques au cours du temps et d'une susceptibilité particulière à l'infection. Et ces globules rouges rigides sont aussi fragiles, ceux qui rendent compte de troisième grande manifestation de la maladie, qui est l'anémie. Alors, la distribution géographique de la drépanocytose, vous la voyez illustrée sur cette diapositive. La mutation est née en Afrique, mais elle est née en Inde, et ensuite elle s'est répartie dans le monde après les flux de population que nous avons illustrés tout à l'heure. Mais ceci est pour dire que réellement, et ça sera illustré par la séance de communication, la drépanocytose est un problème global qui atteint donc aussi bien des sujets d'origine africaine, que ce soit dans leur continent d'origine, que ce soit dans leur continent d'immigration aux Amériques et aux Caraïbes, le pourtour méditerranéen, la péninsule arabique, l'Inde. Et je vous ai mis en haut des petits enfants tout à fait blancs qui sont donc l'un est un drépanocytaire sicilien qui a reçu ses cheveux blonds et ses yeux bleus des Normands qui sont passés en Sicile, et qui a reçu le gène de la drépanocytose à partir des migrations venant d'Afrique. Voici donc bien sûr les mouvements qui ont permis le fait que la drépanocytose soit si présente dans la plupart des continents maintenant. C'est la traite des esclaves, vous le savez bien, et puis de façon plus récente, eh bien, ce sont les migrations économiques qui ont fait en particulier qu'à partir du continent africain, des populations migrantes viennent en particulier aussi en Europe. Alors, Monsieur le ministre a déjà parlé du poids des hémoglobinopathies, parmi lesquelles se trouve la drépanocytose. On n'a pas tout à fait les mêmes chiffres, et ceci est extrêmement important à noter, parce que ceci veut dire qu'il existe encore, et je reviendrai tout à l'heure, une incertitude sur les données épidémiologiques et donc le poids que les pays ont à subir du fait de cette maladie, et les patients bien évidemment. Alors, c'est ce que je voulais dire, ces données doivent être interprétées réellement avec beaucoup de précautions. Pourquoi? Parce qu'elles ont été basées sur des études qui souvent remontent aux années 80. D'autre part, elles ont été obtenues sur un nombre limité de centres dans les différents pays. Et enfin, même pour les pays les plus riches, les données épidémiologiques sont encore extrêmement partielles.
Par conséquent, il y a un besoin urgent d'avoir des données épidémiologiques sérieuses, et c'est ce que je choisirai comme question non résolue numéro 1. Nous sommes en train d'assister à ce qu'on appelle la transition épidémiologique, ou le fait que dans les pays en développement, la nutrition s'améliore. Il y a une amélioration également du contrôle des maladies infectieuses qui s'accompagne, heureusement, d'une diminution de la mortalité infantile. Et le fait que la mortalité infantile diminue du fait d'une meilleure nutrition et du milliard d'individus dans les années 2050, la population de l'Inde est à l'heure actuelle de 1,2 milliard d'habitants et est supposée atteindre 1,6 milliard également dans les années 50. Ça, c'est ce que j'appellerais la question numéro 2 non résolue. La question numéro 3 non résolue, ce sont les interactions entre la drépanocytose et le paludisme. Il a été dit longtemps, et il y a de bons arguments scientifiques pour montrer que les sujets qui sont des transmetteurs sains, qui sont donc dits porteurs de trait AS, sont résistants au paludisme, du moins à ses formes sévères. Il y a également des données qui montrent que l'association, que les alpha-thalassémies, qui sont une autre maladie de l'hémoglobine, également donnent une protection contre le paludisme. Et pourtant, quand on regarde les sujets AS, d'une part, qui ont également une alpha-thalassémie d'autre part, eh bien ces individus ne sont pas plus résistants à la malaria, au paludisme que les autres. C'est ce que j'appellerais la question numéro 3. D'autre part, de façon extrêmement intéressante, il a été montré très récemment que les transmetteurs sains pour les hémoglobinopathies, en particulier donc les sujets dits AS et AC, participent activement à la propagation du parasite parce que le vecteur, le moustique, l'anophèle, est infecté plus facilement à partir de ces sujets qu'à partir des sujets dits normaux AA. C'est ce que j'ai listé dans ma question non résolue numéro 4. La drépanocytose, que je vous ai décrit au début comme une maladie apparemment simple, parce que c'est une maladie monogénique qui affecte un seul gène, qui est due à une mutation unique dans l'ADN, quelle que soit la population affectée dans le monde, à partir de laquelle on a défini un schéma physiopathologique apparemment simple, en fait est une maladie complexe qui est extrêmement variable dans sa présentation clinique, et les bases de cette variabilité ne sont pas connues, et c'est ce que j'ai listé comme question non résolue numéro 5. L'hydroxyurée a été une vraie révolution dans les pays du Nord pour la prise en charge de patients drépanocytaires, parce que c'est un médicament qui réellement améliore la vie de ces patients et diminue de façon tout à fait considérable les crises douloureuses vaso-occlusives et d'autres complications. C'est un médicament qui est en relation avec le paludisme, et puis on s'aperçoit que l'hydroxyurée augmente l'adhésion des globules rouges infectés par le vecteur du paludisme dans les vaisseaux sanguins, qui est à la source des complications mortelles du neuropaludisme. Donc, utiliser l'hydroxyurée dans des régions du monde où le paludisme est endémique. Alors, pourquoi tant de données sur la drépanocytose et pourquoi encore tant de questions non résolues? Je vais lister un certain nombre de questions qui, bien sûr, ne sont pas exhaustives. Eh bien, en fait, la recherche fondamentale a été faite principalement dans le Nord et beaucoup aux États-Unis. Tous les outils qui sont là, les laboratoires pharmacologiques, les facilités pour étudier le génome, et pourtant nous manquons réellement de données de base. Nous n'avons pas de données épidémiologiques sûres, nous n'avons pas de description de l'histoire naturelle de la maladie dans son environnement étudié aux USA en particulier, sont génétiquement mélangés est un obstacle à la compréhension des facteurs génétiques susceptibles de modifier l'expression de la maladie. Par conséquent, la collaboration internationale est tout à fait cruciale. Le problème
central que la recherche doit c'est le rôle relatif de l'environnement et du génome sur la sévérité clinique et sa variabilité. Et ceci ne peut être fait que par des recherches internationales coordonnées. Donc il est absolument impératif de mener des études de cohortes comparatives. Les résultats de la cohorte jamaïcaine et également de la cohorte américaine ont fourni des résultats extrêmement intéressants et manifestement d'autres initiatives de ce type doivent être poursuivies de façon comparative et également dans les pays du Sud où la drépanocytose est présente. Il est donc absolument vital d'avoir une nomenclature acceptée des complications de la maladie pour pouvoir décrire la sévérité de cette maladie dans les différents pays et pour pouvoir donc comparer ces cohortes. Alors on peut se dire pourquoi travailler sur la drépanocytose, une maladie génétique, dans les pays du Sud où clairement c'est extrêmement important dû au paludisme, aux infections telles que VIH, SIDA et à la tuberculose. Bien, je pense que dans le cas de la drépanocytose, les interactions entre la drépanocytose et les maladies infectieuses, on a déjà cité le paludisme, constituent un sujet d'étude tout à fait précieux. Par exemple, la connaissance du niveau de résistance des enfants porteurs du trait AS pour les complications sévères de la maladie sont de très grande importance à connaître de façon claire lorsque l'on veut mettre du Nord, et bien une meilleure compréhension des effets de l'environnement et des facteurs génétiques est extrêmement important de façon à pouvoir prendre en charge de façon optimisée les populations immigrantes qui sont présentes dans nos pays du Nord. Donc, ma conclusion finalement, ce sera que j'ai mis « nous croyons », je devrais dire « je », mais j'espère que vous adhérerez à cette phrase. Donc, je crois, j'espère, vous croyez, et nous croyons tous vraiment de façon extrêmement ferme que la recherche et l'éducation sont les forces motrices pour établir une collaboration équitable et durable pour le bénéfice des deux parties, du Nord et du Sud, et bien sûr, avant tout, pour le bénéfice de nos patients. Et je terminerai sur cette diapositive qui m'a été gentiment prêtée par le docteur Léon Chilolo, qui sera un orateur de la séance qui va suivre. Merci. C'est moi qui vais modérer cette session qui sera donc un tour du monde de la drépanocytose avec plusieurs orateurs. Donc j'appelle le premier orateur, le professeur Chilolo, qui va nous parler donc de la drépanocytose en Afrique et qui vient de la République démocratique du Congo. La drépanocytose en Afrique, en particulier de l'Afrique subsaharienne où, comme montre la première diapositive, la majorité des pays ont chanté l'indépendance tcha-tcha-tcha il y a 50 ans. Et comme on l'a entendu dire par le professeur Aiguillon, il y a une belle relation entre le paludisme et la drépanocytose. En fait, cette mutation elle est apparue il y a environ 10 000 ans à la suite d'un conflit qui a opposé le globule rouge et le plasmodium. Et à la suite de cela, la mutation est apparue en Afrique dans 3 foyers principaux, le foyer sénégal, le foyer bénin et le foyer centrafricain ou bantou. On voit tout de suite la correspondance, la coïncidence frappante entre la distribution de la drépanocytose et la distribution de la malaria. En d'autres termes, la drépanocytose est pratiquement la fille aînée de la malaria, puisque comme le professeur Aiguillon l'a dit, à la suite de ce conflit, il y a eu d'autres mutations qui sont apparues sur le continent africain et dans les autres parties du monde. Je vais parcourir très vite, évidemment, les mouvements des populations de l'Afrique, les mouvements il y a plusieurs années qui se référaient du temps de l'esclavage, les mouvements du temps moderne, etc.
Et tous ces mouvements se sont accompagnés donc d'un transport du gène bêta-S en dehors du continent africain, ce qui fait qu'aujourd'hui la drépanocytose est vraiment une maladie globale qui intéresse le monde entier. Lorsqu'on voit la distribution des hémoglobinopathies en Afrique, selon les données de l'OMS, on est frappé justement, en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, par la fréquence élevée des porteurs qui varie entre 10 et 40%, et avec une incidence annuelle de 1 à 2% de nouveaux cas de sujets drépanocytaires homozygotes, ce qui fait qu'on s'attend à avoir chaque année environ 200 000 nouveaux cas de sujets homozygotes SS en Afrique. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, avec 70 millions d'habitants, un taux de natalité de 3,5%, on estime que chaque année, on a environ 40 000 nouveaux cas de sujets drépanocytaires en République démocratique du Congo. Le tableau clinique de la drépanocytose en Afrique, en particulier en Afrique subsaharienne, est caractérisé par des crises fréquentes, des crises sévères qui font que la majorité de ces enfants, je parle d'abord des enfants, vont être exclus des activités scolaires, de la vie sociale, etc. Les enfants drépanocytaires sont multitransfusés. On a estimé qu'il y a environ 0,5 unité de sang par an, par enfant qu'ils reçoivent. Ce qui fait qu'un enfant de 10 ans aura été transfusé au moins 5 fois, avec tous les risques liés aux transfusions, entre autres le risque de la transmission du virus VIH, de l'hépatite B et de l'hépatite C. Cette mortalité et morbidité très élevée est aussi caractérisée par des infections sèches. C'est pratiquement un des challenges, un des points les plus cruciaux de la lutte contre la drépanocytose dans le continent africain, c'est lutter contre les infections qui sont sévères. Et comme on l'a entendu dire par les précédents orateurs, la mortalité est encore très élevée puisque environ 50% de nos enfants n'atteindront pas l'âge de 5 ans, ils vont mourir. Je voudrais vous montrer justement aussi que la drépanocytose a un poids médico-social important. D'abord, il est dû au regard, le regard de l'autre qui stigmatise. Mais c'est aussi une maladie familiale puisque dans la majorité des pays, elle est à la base aussi de la dissolution de la famille avec un poids qui pèse essentiellement sur la maman. C'est la maman qui accompagne l'enfant à l'hôpital et souvent c'est d'ailleurs elle qui donne son sang. Et aussi, une fois sur 4, c'est elle qui va rester vivre seule avec son enfant. C'est une maladie de l'exclusion. La majorité de ces enfants en Afrique subsaharienne vont gonfler les rues des enfants de la rue ou encore de ce qu'on appelle les enfants sorciers. Et ces enfants ne vont pas bénéficier de la scolarisation. Souvent, ils vont rester en marge de l'école et aussi de l'insertion professionnelle. Ce qui fait que le drépanocytaire en Afrique, c'est une personne vulnérable. Je voudrais insister un tout petit peu sur les infections bactériennes, en vous montrant très rapidement juste le tableau. En fait, cette maladie, elle est paradoxale, parce qu'elle porte les porteurs, les sujets homozygotes SS, à une forte susceptibilité aux infections. En fait, les travaux menés en Afrique ont montré que le sujet drépanocytaire présentait un risque 8 fois plus élevé de développer une bactériémie par rapport au sujet non drépanocytaire. Les germes incriminés sont des germes bien connus. Le Haemophilus influenzae, le Streptococcus pneumoniae, le Salmonella, les mycoplasmas, mais aussi le bacilliocoque. En fait, on voit bien que tous ces germes sont susceptibles d'être arrêtés dans leur évolution par une bonne politique de protection grâce aux vaccins. Nous insistons sur cet aspect, c'est pour dire que la lutte contre la drépanocytose passe par la lutte contre les infections, et la majorité de ces infections peuvent être prévenues aujourd'hui par des vaccins qui sont tout à fait accessibles dans la majorité des pays. Mais c'est vrai que ces vaccins ont un coût. Nous nous réjouissons de l'introduction récente en République démocratique du Congo des vaccins contre l'anti-hémophilus et aussi contre le Streptococcus pneumoniae. Un tableau rapide pour vous montrer justement ces images quelque peu choquantes de ces infections fortes chez les enfants, des infections osseuses qui s'accompagnent souvent des fractures spontanées pathologiques, ou encore les tableaux de septicémie, ou encore des ulcères malléolaires surinfectés, des pneumonies sévères avec une insuffisance respiratoire.
Les sujets drépanocytaires ont aussi une particularité en Afrique. Ils sont fortement susceptibles à développer des infections des voies aériennes supérieures, des caries et des caries dentaires. Quelles sont les initiatives et les perspectives? Même si le tableau peut sembler quelque peu sombre, l'Afrique n'est quand même pas restée en marge des initiatives et des perspectives. Nous avons, à la suite des recommandations de l'OMS, lors de la dernière du comité régional de l'Afrique en octobre 2010 à Malabo, on a eu donc un outil utile qui est à la disposition de tous les pays de la région Afrique. C'est la stratégie de lutte contre la drépanocytose qui a été éditée par l'OMS. Cette stratégie vise justement les priorités pour l'Afrique, qui commence avec un diagnostic précoce, c'est-à-dire le diagnostic néonatal, afin d'assurer une prise en charge précoce, qui passe par l'éducation, la sensibilisation, qui passe aussi par tous les différents aspects que M. Aignan a montré tantôt, la recherche. Il y a un effort pour favoriser la collaboration régionale, en particulier pour les pays où les distances que à Bamako. Nous avons mis sur pied un réseau d'études de la drépanocytose en Afrique centrale, qui comprend plusieurs pays, le Gabon, le Cameroun, la République démocratique du Congo. On va commencer d'abord par étudier notre état épidémiologique, de nous entraider mutuellement pour mettre sur pied le dépistage néonatal. Ainsi, le Cameroun a des thèmes de recherche très simples, accessibles à notre niveau. C'est par exemple l'étude des paramètres hématologiques des drépanocytaires, l'influence du paludisme. Mais nous avons aussi comme objectif de favoriser des échanges entre nous et des programmes de formation. Le chemin est encore long, il faut renforcer le partenariat régional, mais avec l'appui des autorités. Nous en avons vraiment besoin. Il faut que les autorités décident. C'est vrai que le chemin est encore long, le poids de la drépanocytose, et nous restons optimistes pour un meilleur avenir de la drépanocytose en Afrique. Je vous remercie. Merci. Vous aurez l'occasion de poser des questions. This is the geographical
gentlemen. First of all, I would like to thank the organizers for inviting me here. And second, I would like to present the epidemiology of sickle cell disease in Europe and the Mediterranean Basin. This is major. The numbers are not similar to what we have seen so far for India and for Africa. The numbers are very small. But yet, we must say, and I must emphasize that in the area which I'm going to cover is also small. There is no comparison with India, there is no comparison with Africa. But however, we must admit that sickle cell disease is still a major problem, not only for Africa and India, but also for Europe and the other countries which are surrounding the Mediterranean basin. I would like to emphasize another point. Sickle cell disease is not a blood disease. It is a disease which is all over the world. And therefore, the problems are similar in the European countries, in African countries, in India, everywhere. And this is an important point here. It is in Europe, sickle cell disease is endemic in the eastern Mediterranean and also in the northern part of the Mediterranean basin. No ano de 2000, o Estado brasileiro investe na estrutura econômica, no mercado interno e na inclusão de grandes contingentes populacionais. E são estabelecidas políticas públicas de direitos humanos, de promoção da igualdade de gênero, étnico, raciais e de saúde. E, mais uma vez, os movimentos sociais conquistam a política de atenção integral às pessoas com doença falciforme no Brasil. Para que essa política possa ser desenvolvida de fato, concretamente, como as demais políticas desenvolvidas no Brasil, elas se desenvolvem no âmbito do Sistema Único de Saúde, que tem como princípios fundamentais a universalidade. I too would like to add my sincere appreciation to UNESCO, to OILD, Beach Medicine, and to the scientific committee that organized this important session. This is the third in the series of commemorating June 19th as well Sickle Cell Disease Awareness Day. And by the number of nationalities that I've gathered here, I think it's worth saying that sickle cell disease is a global problem that affects people from all over the world. And I would like to take this opportunity, I think, to just issue a little caution to all of us and to particularly our scientific colleagues that even though from a scientific point of view, we know where this disease originated and who it affects, that we should be mindful of the fact that this is a disease of humans and it goes with humans. It's not restricted to any geographic location. And so it may have originated in one place, but it spreads to another place quite easily. I'll tell you a story that happened this last week. One of my patients who lives in Ghana was flown from Ghana to the United States for medical care. And he was so sick that he could not reach Philadelphia, where I take care of him. So he had to be taken care of in Atlanta for a few days. Here's Dr. Grant from Atlanta, USA, who will speak about sickle cell disease as a public health problem. I'd like to first thank the First Lady of Congo, the Director General, Manu Badasso, and the meeting organizers for inviting me to discuss our public health approach to sickle cell disease in the United States. Sickle cell disease is a major public health issue in the United States, depending on their ancestry, have sickle cell disease. And because sickle cell trait is... S'il y avait besoin de le démontrer, on a bien vu que toutes les régions du monde sont concernées, même si on peut différencier les régions avec des prévalences, enfin des fréquences extrêmement élevées, comme
comme l'Afrique et l'Inde, et des régions où la fréquence est un petit peu moins.